Nous remercions nos intervenants d'être présents. Thierry Burger-Hemschen, professeur à l'Université de Strasbourg et chercheur au Bêta. Valentine Georget, docteur en sciences de gestion de l'École polytechnique, chercheur associé au Centre de recherche en gestion et au laboratoire en sociologie et économie du travail. Et aussi à Franck Suzon, directeur d'APF Entreprise Adaptée Alsace, qui embauche aujourd'hui près de 200 salariés, dont 80 en situation de handicap, et qui demande donc une certaine agilité organisationnelle. Je vais donc laisser maintenant la parole à M. Burger-Hemschen qui va vous introduire cette table ronde et vous parler plus précisément de l'entreprise agile d'un point de vue empirique. M. Burger, c'est à vous. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Et merci tout d'abord à Alsace Digital pour avoir organisé ce cycle de tables rondes et de commencer ce soir autour de cette notion qui est l'entreprise agile. Alors, je vous ai préparé, comme tout mon enseignant, un petit PowerPoint que je vais partager avec vous. Et on va essayer en quelques minutes d'expliquer ce que c'est qu'une entreprise agile, quelles sont les bonnes questions à se poser pour devenir agile, ou quelles sont les caractéristiques principales de ces entreprises agiles, en mélangeant un peu théorie, puis en vous donnant quelques exemples d'entreprises que vous connaissez. Alors, l'entreprise agile, c'est sans doute quelque chose ou une notion dont vous entendez beaucoup parler ces derniers mois ou ces dernières années, notamment sous l'impact de la crise Covid, mais déjà un peu avant. Et on pourrait se dire, mais c'est presque normal. Comment une entreprise pourrait vouloir être autre chose qu'agile? On ne peut pas dire, je vais être une entreprise lente ou une entreprise maladroite. Toutes les entreprises rêvent d'être agiles, ce qui ne veut pas dire que toutes le sont, ni que toutes comprennent réellement ce que veut dire ce mot agile. Alors, agile, tout d'abord, comme je vous ai dit, comme tout bon professeur d'université, je vais d'abord commencer par vous donner quelques définitions pour que nous parlions tous de la même chose. Et je vais comparer agile à quelques autres caractéristiques ou concepts que vous avez sans doute déjà entendus avec des mots qui sont parfois utilisés comme synonymes, mais qui ont en fait leur propriété, leur singularité. Et je vais me permettre ce soir de comparer trois concepts, la notion de lean, d'agile et de résilience. Alors, le lean, tout d'abord, pour vous en dire quelques mots, c'est avant tout un processus dont l'objectif principal est de créer de la valeur, de faire de l'amélioration continue. Et pour y arriver, le lean le fait par élimination du gaspillage. Donc, c'est un processus continu, des petites améliorations, mais en fait, l'entreprise fait toujours la même chose, et ce, peu importe l'environnement dans lequel elle est. On continue à faire du lean, c'est cette amélioration continue, et dont le résultat est une baisse des coûts pour l'entreprise en général, qu'elle peut ou non impacter ou répercuter sur le prix pour obtenir des profits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en l'esprit, dans un coin de la tête. Et les deux concepts qui nous intéressent et qui sont souvent confondus, c'est agile et résilience. Dans les deux cas, on peut dire qu'une entreprise est agile ou résiliente à partir du moment où il y a un choc fort dans l'environnement. On pensera tous à la crise Covid, mais pas que. Ça peut être l'apparition de nouveaux concurrents, le lancement d'un produit phare par un produit concurrent à laquelle l'entreprise n'avait pas pensé. Ça peut également être le départ d'un dirigeant ou le décès subit d'un dirigeant. Donc, il y a beaucoup de chocs que l'entreprise peut subir. Dans le cas de l'entreprise agile, nous sommes dans la situation où il y a une réponse rapide de la part de l'environnement, de l'entreprise, par rapport à ce changement dans l'environnement, avec pour objectif de viser la satisfaction du consommateur, c'est l'objectif principal, quitte à changer fondamentalement son activité. Donc, on est ici dans l'adaptation du produit, du service, de l'organisation de l'entreprise. On peut même dire simplement, on va complètement changer le business model, le modèle d'affaires de l'entreprise et peut-être faire autre chose parce que ce qu'on ne faisait plus n'est plus valable dans la nouvelle période après ce choc. Donc, c'est principalement une réaction à quelque chose. Donc, on est agile réellement à partir du moment où la chose apparaît. Et donc, on est plutôt dans le domaine du changement stratégique lié à des innovations, soit continues, comme le lean, soit réellement de rupture cette fois-ci. Et je vous précise rapidement la grande différence avec une entreprise résiliente. Une entreprise est résiliente, elle est capable d'absorber ce choc et que face à ce choc, après un certain temps, elle est capable de revenir à la situation antérieure qui était pour elle la situation désirée. C'est-à-dire qu'il y a un changement de la situation concurrentielle, on se fait un peu dépasser, on est capable de revenir de nouveau à la situation originale. Il y a un choc dans un concurrent sur un nouveau produit, on est capable de répondre avec le même produit, mais fondamentalement, notre métier ne change pas, on garde le même modèle d'affaires. Par contre, ici, on va être plutôt dans le changement organisationnel pour être capable de faire face. Donc, vous voyez, il y a deux concepts qui sont un peu différents,
qui utilise quelquefois des terminologies ou des caractéristiques propres. Par exemple, une entreprise agile est nécessairement flexible, une entreprise résilience doit forcément, pendant une certaine partie de sa vie, faire preuve de flexibilité elle aussi, mais ce sont bien deux concepts séparés. Et donc ce soir, je vais aller un peu plus dans le détail dans cette notion d'entreprise agile. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il faut quand une entreprise est face à un choc pour être capable de se remettre d'aplomb, de proposer quelque chose de nouveau et de continuer d'exister? Et tout d'abord, et c'est une autre difficulté de définition liée à l'entreprise agile, c'est que le mot agile au sein d'une entreprise peut être employé à plusieurs niveaux. Et tout d'abord, et c'est celui dont les personnes ont souvent en tête, c'est la notion de manager un projet de manière agile ou gérer une équipe de manière agile. Et c'est en vérité une expression en langage qui nous vient essentiellement du domaine de l'informatique, où le développement de nouveaux programmes se fait selon des modèles qui peuvent être dits agiles. Alors, il y a beaucoup de choses sur ce slide. Je vous ai mis en haut à gauche, par exemple, quelques méthodes dites agiles, qui sont donc des méthodes qui vous permettent de réussir à gérer un projet dans les délais tout en réduisant les risques. Le plus connu, ou l'une des techniques les plus connues, étant la méthode Scrum. Je vous ai mis un petit dessin, ça veut dire simplement dire que l'équipe casse un projet en différents sous-projets et est capable d'avancer rapidement sur ces différents sous-projets. L'idée est toute simple, c'est qu'en cassant un grand projet dans une succession de petits projets, on réduit le risque final de ne pas être capable de le livrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équipe agile ou une gestion de projet en mode agile. Donc, une entreprise agile pourrait être vue simplement comme un emboîtement ou un encastrement de différentes équipes qui fonctionnent selon cette méthode agile, avec un petit quelque chose en plus, un petit niveau stratégique en plus pour être capable de fonctionner. Et ça nous donne bien la base de l'agilité en entreprise. Donc, à partir du moment où on sait ce que c'est qu'une gestion de projet ou une équipe agile, qu'est-ce que l'entreprise agile en soi? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Bien, c'est ce que je vous ai dit. L'entreprise agile, c'est quelque chose qui se base sur des équipes, certainement agiles, avec des techniques, comme dit, variées de gestion. Mais on peut également être très agile sans utiliser ces acronymes, ces techniques un peu bizarres. Et donc, l'entreprise agile, là-dessus, rajoute un niveau stratégique, un niveau de décision qui lui permet de dire, ben voilà, face à ce changement dans mon environnement, moi, je vais réagir de telle manière, je vais casser mon modèle d'affaires et mes activités en petits blocs et je vais voir ce que je peux remanier ou non. Alors évidemment, l'entreprise est plus fortement agile lorsque l'ensemble de ses équipes sont entraînées à fonctionner selon sa méthode. Et l'entreprise elle-même est plus agile également si elle baigne dans un écosystème qui lui-même est capable de faire face à un choc externe et à s'adapter rapidement. Donc en somme, si mes partenaires sont capables de s'adapter et de proposer de nouvelles solutions, je peux moi les intégrer plus facilement pour les proposer à mes clients. Et je vais me permettre de vous donner quelques exemples d'entreprises qui se sont révélées particulièrement agiles suite à un certain nombre de problèmes. L'entreprise Peloton, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une entreprise américaine qui fabrique des vélos pour s'entraîner chez soi, mais s'entraîner chez soi d'une manière connectée avec des milliers, des dizaines de milliers même, d'autres cyclistes ailleurs sur la planète. Pourquoi est-ce que c'est une entreprise agile? Eh bien, en fait, c'est une entreprise dont le business model est relativement récent. L'entreprise a moins d'une dizaine d'années. Voulait d'abord s'associer à un fabricant de vélos pour être capable de les informatiser, de les rendre numériques et ensuite de les vendre à des salles de sport. Il se trouve que cette entreprise Peloton a reçu 2 refus de la part des fabricants de vélos et de la part des salles de sport qui ne voulaient pas travailler avec elle. Et donc, l'entreprise Peloton, dans ce cas-là, s'est dit, face à ces 2 chocs par rapport à mon business model initial, je vais essayer de m'adapter et de proposer mes propres cycles et mon propre système pour que les gens m'achètent ce vélo et font du vélo entre eux. Et il se trouve que pour cette entreprise-là, la crise du Covid a été particulièrement salvatrice, puisqu'en fait, les personnes ne pouvant plus aller dans les salles de sport ont commencé à acheter massivement les produits de Peloton. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise Peloton, qui a donc moins de 10 ans, est plus grand que le chiffre d'affaires de toutes les salles de sport aux États-Unis réunies. Toutes ces fameuses salles qui ont d'abord rejeté cette technologie. Donc, vous voyez, quelquefois, cette capacité de faire face, de dire, on ne voulait pas fabriquer des vélos, finalement, on fabriquait. On ne voulait pas créer notre propre système tout seul, finalement, on le fait tout seul et on le propose seul d'un point de vue marketing.
peut être salvateur, mais ça nécessitait effectivement que les équipes de peloton réagissent très rapidement, et notamment selon un fonctionnement agile. Ça, c'est un exemple. Alors, pour être tout à fait franc, moi, j'ai essayé de chercher des exemples d'entreprises agiles. On trouve en réalité beaucoup plus facilement des exemples d'entreprises non agiles. Par exemple, Blockbuster, l'entreprise qui typiquement s'est vue confrontée à la numérisation, le développement de plateformes de consommation en ligne de films, qui n'a pas été capable de suivre assez rapidement et qui a aujourd'hui complètement disparu. Et des exemples comme cela d'entreprises qui n'ont pas su faire preuve d'agilité, il y en a beaucoup d'autres, et ces exemples viennent plus naturellement. Je mets également deux autres exemples, Nokia et Nintendo, qui sont des entreprises qui ont été agiles à quelques moments de leur vie, mais pas toujours. Nokia, historiquement, était un fabricant de caoutchouc qui a su rebondir et rentrer petit à petit dans les télécommunications parce que dans son environnement proche, il y a eu différents chocs. D'autres concurrents sont apparus sur le caoutchouc, des nouveaux marchés sont ouverts et ils sont donc devenus un grand fabricant de téléphones, jusqu'à connaître un déclin que vous connaissez tous ces dernières années. Donc, par moments, on a été agile, par d'autres, malheureusement, non. Nintendo a exactement la même histoire. Je vous rappelle juste que Nintendo, avant d'être un fabricant de jeux vidéo, était tout d'abord une entreprise qui faisait du taxi, qui importait des cartes à jouer, qui gérait des hôtels, donc des activités diverses. Et c'est vraiment suite à un choc dans son environnement législatif qu'elle a commencé à faire des importations, puis à devenir, parce que la loi l'empêchait ou lui obligeait, à fabriquer lui-même des consoles. Donc on voit que cette entreprise-là également a su à un moment donné rebondir et transformer d'une manière très nette son business model. Après, je vous dirais, c'est donc sur le long terme qu'on peut voir si certaines entreprises sont réellement agiles ou non. Et puisqu'on parle de long terme, tous les étudiants ou les enseignants qui sont dans la salle connaissent bien ou savent bien ce qui nous apparaît ou ce qui nous arrive depuis un an. Nous faisons tous cours en ligne. Et du jour au lendemain, les universitaires, mais également les enseignants de lycée, de collège, se sont mis à faire cours en ligne. Ils ont donc réagi très rapidement à un choc dans l'environnement. Est-ce qu'ils ont fait preuve d'agilité, de résilience? Je vais vous dire seulement, ça on pourra répondre seulement dans le long terme. Si suite ou à la fin de la crise Covid, nous revenons exactement à la même manière de faire cours qu'avant, nous aurons été au mieux résilients. Si au contraire, nous adaptons de manière massive dans les années à venir notre manière de faire cours, on fait de l'hybride, on fait quelque chose de différent, dans ce cas-là, nous aurons été agiles. Donc, quelquefois, pour être capable de donner un résultat, il faut attendre un tout petit peu pour savoir si on est agile ou simplement résilient. Alors, la résilience ou l'agilité, c'est également une question d'environnement et on ne peut réellement se dire agile que si nous sommes dans un environnement en pleine mutation, qui bouge souvent. Et l'un des concepts dont on parle souvent ces dernières années, c'est le concept d'environnement dit VUCA, V-U-C-A. Donc à la fois un environnement volatile, complexe, ambigu, incertain. C'est seulement dans ces environnements-là où effectivement l'entreprise est obligée de réagir au jour le jour, qui n'a pas forcément une stratégie pensée pour le long terme, mais c'est plutôt dans sa réactivité au quotidien qu'elle est capable de s'adapter, que l'on peut réellement dire qu'une entreprise est agile. Alors maintenant qu'on a défini l'entreprise agile, que je vous ai donné quelques exemples des situations, quelles questions faut-il se poser si je veux devenir agile en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise? Alors, il y en a beaucoup et je pense que ceux qui vont parler après moi vont avoir des exemples très concrets sur ce point-là. Mais permettez-moi quand même juste de souligner quelques points. L'agilité passe par un questionnement autour de sa culture, de son positionnement concurrentiel, de l'état de ses ressources humaines, puisque les compétences en fait qu'a l'entreprise, elle va les conserver, elle va en ajouter d'autres, mais essentiellement, on conserve ces compétences et on essaie de les adapter vers d'autres métiers. Et donc, il faut faire preuve de flexibilité et de capacité à changer sa structure organisationnelle. Donc, voilà déjà un ensemble de questions qu'il faut se poser. Quelle est ma position concurrentielle? Quel est l'état de mes ressources humaines? L'état de ma structure? L'état de ma flexibilité? Est-ce que les personnes qui travaillent avec moi sont prêtes à m'accompagner dans le changement pour que je sois agile en cas d'un choc externe? Et au final, c'est un peu long, mais on ne va pas tout détailler, les questions qu'on se pose en cas de choc externe sont exactement les mêmes questions qu'on se poserait lorsqu'on fait une planification stratégique. Simplement, le temps qui vous est alloué pour le faire est extrêmement court. C'est pourquoi est-ce qu'on change? Quels vont être mes concurrents? Quels sont mes objectifs?
Est-ce que je change fondamentalement de métier? Donc voilà, c'est des questions de base nécessaires pour se positionner et se lancer pour être agile. Alors, par rapport à ces nombreuses questions, il y a également des outils ou des réflexions ou des pratiques qui existent pour être certain, pas pour être certain, mais pour améliorer l'agilité de l'entreprise. Je vais simplement en souligner quelques-unes. La capacité d'une entreprise à improviser et à transformer ce qu'elle a improvisé en routine par la suite est une capacité d'agilité. Si demain, il y a un choc et on se met à faire quelque chose de neuf et qu'au final, ça devient une routine, ou quelque chose que vous ajoutez à vos activités du quotidien, vous avez fait preuve d'agilité. Donc, cette capacité-là, elle peut se travailler. Le fait également de ne pas décider de sa stratégie seul, mais au contraire, de discuter cette stratégie à la fois avec vos employés, peut-être même avec vos fournisseurs ou vos clients, ce qu'on appelle faire une stratégie ouverte, est une bonne manière de transformer l'entreprise pour la rendre agile et être capable d'absorber un choc externe. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus, lorsqu'on parle d'entreprise agile, de créer, mais également d'imiter ou de répéter quelque chose qu'on a fait à différentes parties de son histoire pour être capable de remanier son modèle d'affaires et de l'adapter au choix du consommateur. L'idée de base d'entreprise agile, c'est bien sûr de survivre dans un environnement qui vient de changer. Et le seul moyen pour l'entreprise de survivre, c'est de continuer à satisfaire son consommateur, sachant que ce consommateur va peut-être attendre des produits ou des services différents. Puis d'autres entreprises, nous en parlerons, je pense que Valentine Georget va en parler dans quelques minutes, ont développé des techniques pour devenir agiles, notamment d'inclure l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, donc cette capacité de créer, de faire bourgeonner des projets en interne pour être capable de faire face à différentes situations. Donc voilà, en une quinzaine de minutes, un rapide topo sur ce que c'est que l'entreprise agile et comment est-ce qu'on peut caractériser ces différentes entreprises agiles. Merci. Merci, M. Burger-Hemschen, pour ces explications. On va passer à l'intervention de Mme Georget. Alors, Mme Georget, vos recherches, elles portent sur l'impact des processus d'innovation, sur l'individu, sur la durabilité des business models. Et à travers vos recherches, vous avez été amené à découvrir différents dispositifs d'entrepreneuriat, dont le laboratoire d'innovation du groupe PSA, le Business Lab. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un tel dispositif permet l'agilité organisationnelle et processuelle? Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran avance? Ouais, on voit très bien, c'est partagé. Bon, alors, merci à vous et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, on va se poser la question finalement comment les laboratoires d'innovation permettent une agilité organisationnelle et processuelle. Et donc là, je vais vous parler du cas du groupe PSA, donc du Business Lab. Donc, dans un premier temps, vous avez peut-être vu apparaître des lieux un peu étranges au sein des entreprises, des lieux qui prônent la créativité, l'innovation, et qui sont assez colorés, qui sont avec des poufs, qui sont où on peut s'installer de façon un peu plus confortable, des canapés, etc. etc. Donc, en fait, généralement, ils sont appelés accélérateurs, incubateurs. Fab Lab, ces différents lieux. Et en fait, c'est des laboratoires d'innovation internes aux entreprises. Et donc, on va un petit peu plus comprendre pourquoi ils existent, ces laboratoires, comment ils fonctionnent. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement le laboratoire d'innovation en particulier, celui du groupe PSA et donc celui du Business Lab. Donc, comme vient de le dire Thierry Burger-Hemschen, l'agilité, elle est nécessaire quand l'environnement de l'entreprise devient incertain. Donc, comme on a pu voir précédemment, l'agilité, elle est nécessaire quand l'environnement de l'entreprise est incertain. Et donc, une entreprise agile, elle devient capable de maintenir durablement sa compétitivité, alors même que la turbulence de son environnement dépasse finalement sa capacité d'adaptation. Donc, les principes sont alors les suivants. L'adaptabilité prône sur l'adaptation, la vitesse prône sur la précision et enfin la souplesse sur l'efficience. Donc, on va garder en tête ces différents principes et on va les illustrer à travers le cas du groupe PSA. Donc, pour rappel, le groupe PSA, j'imagine que tout le monde connaît au moins une des marques du groupe PSA. Donc, le groupe PSA se définit comme fournisseur de mobilité et regroupe 6 marques qui sont Peugeot, Citroën, DS, Free2Move, Opel et Vauxhall. Et donc, comme vous devez tous le savoir, le secteur automobile est en grande mutation. Si la première condition d'apparition de l'agilité, c'est un environnement incertain, alors le cas du groupe PSA et du secteur automobile en est alors un parfait exemple.
En effet, le secteur automobile fait face à de nombreuses évolutions sectorielles. Donc, en voici quelques exemples. J'en ai mis 3, mais il pourrait y en avoir bien plus. La première mutation, c'est la prégnance donc, des enjeux environnementaux. Donc, depuis 2020, il faut savoir que les constructeurs automobiles doivent proposer tous leurs modèles en version électrique. Alors, ça a pris un petit peu de retard avec la crise sanitaire, mais voilà, les constructeurs automobiles sont aujourd'hui face à cette réglementation et donc ils doivent y faire face. Et donc, on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique. Et ça implique de nombreuses adaptations en interne, une expertise technique sur l'électrification des véhicules, le changement des fournisseurs, la réadaptation et le réagencement éventuel des usines, l'éducation et sur les processus de commercialisation de la vente des véhicules électriques. Et puis, des changements de modèle de revenus éventuels, des impacts sur les garages. Par exemple, la vidange, comment on fera on ne fera plus de vidange sur un véhicule électrique. Donc, en fait, ça impacte toute une filière et tout son écosystème. La deuxième grande tendance dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est l'émergence des smart cities. Et donc là, il y a des modèles tels que la mobilité partagée qui deviennent des modèles en fait assez prégnants et ça pousse les constructeurs automobiles à élargir leur champ d'activité en devenant plus uniquement des constructeurs automobiles, mais des fournisseurs de mobilité, à l'instar du groupe PSA, et qui a lancé donc dernièrement une marque qui s'appelle Free2Move et qui propose justement des services autour de la mobilité partagée. Enfin, la troisième grande tendance, c'est l'évolution des nouvelles technologies d'autonomisation des véhicules et d'aide à la conduite, qui poussent le groupe PSA en particulier à innover et à proposer de nouveaux véhicules par rapport à cela. Et donc, le secteur automobile, on voit, c'est un secteur en mutation qui pousse le groupe PSA à agir vite, à faire preuve d'adaptabilité et de souplesse pour rester compétitif et survivre, donc soit les caractéristiques finalement de l'agilité. Et finalement, comment le groupe PSA s'adapte à ces mutations sectorielles? Alors, le Business Lab, le laboratoire d'innovation du groupe PSA, c'est une réponse à ça, justement, à toutes ces mutations. Et donc, je vais laisser Anne Laliron, qui est directrice du Business Lab, vous parler justement du Business Lab et de la genèse du Business Lab. Nous sommes en train de vivre une véritable révolution du secteur automobile. De nouveaux acteurs entrent en scène, bousculant l'ensemble de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les usagers sont à la recherche de nouvelles solutions de mobilité. Il n'est plus forcément nécessaire de posséder un véhicule. Par contre, l'accès à la mobilité reste un besoin essentiel, voire vital. Ce contexte ultra dynamique, renforcé par une forte digitalisation, permet de voir éclore de nombreuses startups, toutes plus créatives les unes que les autres. En créant le Business Lab, nous voulons favoriser les interactions du groupe PSA avec cet écosystème en effervescence. Il s'agit d'inventer de façon agile, avec ses nouveaux partenaires, la mobilité de demain. Le Business Lab s'inscrit totalement dans le plan push-to-pass du groupe, être un constructeur automobile de référence et le fournisseur de mobilité plébiscité par ses clients. Le Business Lab a 3 missions principales: détecter, expérimenter et transformer des nouveaux business pour le groupe. Cela se fait au travers de 3 dispositifs. Le premier, le Business Innovation Hub, a pour objectif de détecter les opportunités dans le monde entier. Point d'entrée privilégié des startups, nous allons augmenter de façon significative les interactions entre les équipes PSA et les startups, permettant d'apporter aux startups et à PSA de nouvelles synergies, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Le second dispositif, le Business Factory, a toute l'autonomie et l'agilité nécessaires pour expérimenter rapidement ces opportunités de business en grandeur nature auprès de véritables clients. Enfin, nous allons mener des activités de venture development afin de nouer des accords privilégiés avec des startups et de prendre des participations dans certaines d'entre elles au travers de fonds d'investissement. Le Business Lab a une ambition mondiale.
Son champ d'action s'étend dans toutes les régions du monde où le groupe est présent, ainsi qu'aux États-Unis et à Singapour. Il vient renforcer la stratégie Open Innovation initiée il y a quelques années en adoptant une démarche business centrée sur le client. Donc, j'espère que vous entendiez bien. Donc, concrètement, en fait, le Business Lab, ça repose en fait sur 2 réseaux pour innover et faire en fait ces réseaux, a ouvert au réseau ces processus d'innovation. Donc, le premier réseau, c'est un réseau interne à l'entreprise et qui sont donc les employés. Alors, le groupe PSA va miser sur ce réseau, donc sur ses employés, pour trouver de nouvelles idées d'innovation. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être le second réseau qui donc repose principalement sur les startups dans le cas du Business Lab, mais il peut s'ouvrir aussi à d'autres acteurs tels que les chercheurs, des étudiants, des clients, etc., etc. Cette démarche, elle permet au groupe PSA de bénéficier finalement de l'intelligence collective interne, ses employés, et externe, donc les startups en particulier. Donc finalement, ces 2 réseaux répondent à 2 stratégies différentes, 2 démarches. Une démarche d'Employee Driven Innovation, donc une démarche qui est, donc l'innovation est tirée finalement par les employés, et puis une démarche d'Open Innovation, où là, on va miser sur des acteurs externes pour pouvoir innover. Donc concrètement, ces deux réseaux vont être sollicités pour trouver de nouvelles idées d'innovation pour le groupe PSA. Par exemple, les idées internes vont être collectées à travers des challenges d'innovation ou à travers l'incubateur interne. Et donc, typiquement, vous êtes employé du groupe PSA et vous avez une idée pour améliorer le fonctionnement du groupe, pour une idée d'innovation. Eh bien, vous pourrez la soumettre soit via un challenge d'innovation qui est organisé une fois par an, soit via l'incubateur qui est donc concrètement un lieu où vous pouvez déposer donc, votre idée. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je vais revenir un peu plus en détail après. Les idées externes, elles sont collectées à travers des appels à innovation. Donc, généralement, les entrepreneurs, ils déposent un dossier de candidature par rapport à une thématique plus ou moins précise qui est soumise donc, par le groupe PSA et ils vont venir pitcher cette idée d'innovation devant un parterre de directeurs du groupe PSA qui vont sélectionner ou non cette idée. Une fois les idées collectées et passées par le comité de sélection, eh bien, qui est généralement composé de différents directeurs de l'entreprise, les idées vont pouvoir passer dans la seconde phase, la phase d'expérimentation. Donc, les idées qui vont se transformer cette fois-ci en projet, et elles vont se voir attribuer un budget, des ressources humaines et temporelles. Et par exemple, pour les projets internes, les employés qui avaient déposé leurs idées et qui se sont vus sélectionnés entrent donc en phase d'expérimentation pour être expérimentés à petite échelle. Et les employés que nous nommons maintenant intrapreneurs, car ils développent le projet tels des entrepreneurs internes, sont alors détachés de leur mission principale et se voient allouer un budget et du temps pour mener le projet. Pour les projets externes, cela dépend davantage du sujet, mais le groupe PSA nomme généralement un chef de projet interne qui est en charge de la relation avec la start-up et qui va devoir expérimenter la proposition de la start-up à petite échelle avant de décider un lancement à plus grande échelle. Donc, certains projets pourront être arrêtés, c'est ce que j'ai illustré en cours de route, ce que j'ai illustré donc sur le schéma. Et donc là, finalement, pour revenir un petit peu sur ces projets, donc c'est ce que je vous disais précédemment, donc les projets vont être dotés de ressources dédiées, humaines, financières et temporelles. Il va y avoir donc des méthodes agiles type Scrum qui vont être déployés pour gérer ces projets, et puis des organes de gouvernance qui vont être allégés, donc comme des comités de pilotage, des comités de sélection, qui vont permettre un pilotage allégé de ces différents projets. Et enfin, les projets qui auront survécu se verront intégrer l'entreprise, soit par l'introduction d'un nouveau service produit au processus au sein de l'entreprise, soit par la création d'une nouvelle direction ou d'une spin-off filiale, soit par la création d'une joint venture. Donc là, je vais vous mettre un exemple, l'exemple de la collaboration finalement et de l'expérimentation partenariale entre Nutonomy, qui est une start-up, et le groupe PSA.
Donc, en fait, l'objectif de cette expérimentation, portait sur l'autonomisation des véhicules. Et l'objectif, c'était de permettre d'analyser à la fois la performance du système véhicule autonome ainsi que l'expérience client d'un service de mobilité à la demande et autonome en milieu urbain. Et donc, l'objectif final, à la suite de cette expérimentation, c'était de déployer à terme des milliers de véhicules autonomes dans les villes du monde entier. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui présente justement cette phase d'expérimentation. Et vous avez dans cette vidéo Grégory, qui est le chef de projet interne au groupe PSA qui pilote l'expérimentation donc dans des temps assez courts. Et puis le CEO de Nutonomy, donc le directeur de la start-up Nutonomy. Donc, j'espère que ça va fonctionner comme tout à l'heure. Good morning, everybody. A very warm welcome from Singapore. My name is Grégory Bloquel. I'm in charge of PSA Group, Business Lab entity here in Singapore, and I have the privilege to manage the project and relationship we have with Nutonomy here in Singapore. On my left is Doug Parker. Doug is the Chief Operating Officer from Nutonomy. Hi, Doug. Hi, nice to see you again, Grégory. Nice to see you again. And behind us, we have our Peugeot 3008, fully robotized by our innovation team back in Paris, and fully equipped with sensors and Nutonomy brain and software inside the car, thanks to Nutonomy technical team here in Singapore. Well, I think, we started talking about a year and a half ago, but once we made the decision that we wanted to do something together, we moved very quickly. Yeah. In the space of a few months, we were able to develop our plan, get the cars identified, and have your team start converting them. Yeah. I think what was nice is that your team was willing to come over to Singapore, we went to Paris, and that actually allowed us to move even faster. Yeah. I remember our team took a kit to convert this car into an autonomous car, and your team did such a great job of preparing the car that within the first day or two, they were able to actually drive out of the parking lot in autonomous mode, which is impressive. The speed and the relationship we had together, thanks to the business lab and all those kind of things, was great. I think it's a big achievement we did together. The human part also is very, very important because I think it's a big reason of the success of the project we have together. Singapore also, I think, is what we call very urban, connected, dense city and country. So the issues and the solution they try to put on the road to solve people mobility in a city are specific to Singapore, but can also be used to many countries around the world that are dense and connected and well advanced cities and countries. Absolutely. I think the way people get around cities is going to change worldwide. I think this gives us a great opportunity to test it here in Singapore with a really forward-looking government. And then take it to places like Paris, London, New York. We have an open test field in which we can go live with autonomous vehicle thanks to the different operation and project we have in Singapore. So with real car around, real pedestrian, real configuration. And this is a challenging urban environment. This is not suburban roads without traffic. These are a lot of roads that are in construction, have many pedestrians, many parked cars. And how you navigate that is quite a challenge. So it's a great test bed. I love the fact that we can literally pull out of our garage, put the car into autonomous mode, and be tested. I have to say that this project is possible only if we have technical people from Nutonomy and also technical people from Paris working together, which is very important for us. Which is quite a challenge given the distance, the time, the language. Even the language can be hard. But we pulled it off. Yeah, and it works. Absolutely. Thank you very much, and see you soon in Singapore. Donc voilà, donc ce partenariat, en fait, Nutonomy fournissait en fait le logiciel qui était à l'intérieur de la voiture, et puis le groupe PSA, les voitures pour tester en fait sur route ouverte les voitures autonomes. Et donc ça a permis d'accélérer en fait le développement des voitures autonomes. Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple. Donc, en fait, pour conclure, dans notre cas d'un laboratoire d'innovation, l'agilité, elle se trouve à différents niveaux, mais les principes que nous pouvons retenir sont les suivants. Ouvrir les processus d'innovation de l'entreprise pour miser sur l'intelligence collective, qu'elle soit interne ou externe. Ça permet de trouver donc des idées plus ou moins matures rapidement. Tester rapidement avec des ressources dédiées au projet, des méthodes qui le permettent et des organes de gouvernance allégés au projet. Ça permet d'aller plus vite dans cette expérimentation. Expérimenter à petite échelle pour déployer à grande échelle. Ça permet également d'accélérer le processus et d'être plus agile. Et enfin, d'échouer rapidement ou de lancer rapidement.
Et donc, finalement, tous ces principes ont permis de passer de la première Peugeot qui date de 1889 à la première Peugeot électrique, la Peugeot Ion en 2010, et enfin de concrétiser la Peugeot de 2030, une Peugeot qui sera connectée, autonome, électrique et qui sera dans une continuité de nos intérieurs. Donc, je vous ai mis l'intérieur de l'habitacle de la voiture de 2030, de la Peugeot 2030. Et donc, voilà, un intérieur qu'il faudra réfléchir, puisque comme on parle d'autonomisation et qu'on accélère justement cette autonomisation du véhicule, eh bien, on n'aura plus besoin d'avoir les yeux tournés vers le pare-brise, et donc on va repenser complètement à l'intérieur du véhicule et qu'est-ce qu'on peut y faire, les nouveaux usages qu'on peut y faire à l'intérieur donc, de ce véhicule. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis à disposition pour toute question. Merci Madame Georget. Du coup, on a eu 3 questions. La première, c'est en l'appelant Business Lab, est-ce que ça exclut les collaborateurs un peu plus tech? Alors, le Business Lab, il était ouvert à tous les employés du groupe. Et justement, il n'était pas dédié à une direction en particulier. Donc, en fait, tous les employés, qui soient de toutes directions confondues, pouvaient participer, déposer une idée, justement, particulièrement au sein de l'incubateur, donc qui était un lieu physique, mais en fait, concrètement, et ça, je ne suis pas revenue vraiment dessus, mais concrètement, pour pouvoir participer et proposer son idée à l'incubateur, il y avait un dossier à remplir. Et puis, le manager de l'incubateur regardait si cette idée avait déjà été soumise. Si elle n'avait pas été, il était invité à venir pitcher son idée donc, dans ce lieu d'innovation qui était donc l'incubateur. Ok, merci. Voilà, on avait une autre question. Est-ce qu'il y a des procédures spéciales dédiées par exemple aux crises qui permettent d'accélérer le temps qui est pris pour les étapes d'idéation et de sélection? Alors, par rapport à ça, une accélération, alors en fait, tout dépend. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'en fait, très rapidement, les projets qui passaient donc, à travers en phase de sélection, eh bien, s'ils étaient perçus comme très... tout dépend en fait des ressources que vous mettez. C'est-à-dire que si les projets étaient perçus comme critiques pour l'entreprise, eh bien, il y avait une équipe qui était dédiée, etc., qui était peut-être plus importante, des ressources plus importantes, des ressources financières plus importantes. Donc, c'est comme ça qu'ils y répondaient, en fait, finalement, en situation. Alors, en situation de crise, je n'ai pas spécialement d'exemple, mais l'importance du projet, du coup, les ressources était mise, si le projet était significatif, était extrêmement pertinent, et bien il y a des ressources qui allaient avec. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Je crois que Franck aurait parlé. J'aurais tendance à dire en temps de crise, plus de procédures. Il y aura encore plus voilà, ou moins. Je vais juste me permettre de surenchérir. En fait, pour répondre à la question qui est de réduire le temps d'idéation et de sélection, l'idéation, elle est réduite parce que simplement, vous allez libérer les personnes en temps de crise d'autres activités. Il y a des activités qui ne serviront plus à rien en temps de crise. Et donc, ce temps-là, vous allez pouvoir le mettre sur l'idéation. Et pour ce qui est de la sélection et même la création de certains projets, en fait, les temps de crise, c'est le moment où beaucoup de projets qui étaient un peu développés en sous-marin, ou des projets, on n'osait pas trop, et le temps de crise, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a dans les placards? C'est ce projet-là qu'on va ressortir. Et finalement, ce projet qui, en temps normal, était jugé risqué, parce que vous êtes dans une situation d'incertitude et il faut aller vite, subitement, ce projet va avoir beaucoup de qualité. Merci. On avait une question un peu plus généraliste, donc pas sur le Business Lab. Est-ce que les pratiques agiles peuvent être adaptées à des administrations? Alors, qui souhaite répondre? Mais en fait, j'imagine que oui, pour moi, il n'y a pas de... en fait, c'est des méthodes... En effet, comme vous le disiez tout à l'heure, Thierry Burger-Hemschen, c'est qu'il y a différents niveaux dans l'agilité. Et je pense qu'en effet, toutes ces méthodes agiles de type Scrum, etc., peuvent être tout à fait applicables. Elle est multisectorielle. Il n'y a pas de secteur, elle n'est pas définie par un secteur ou par un type d'entreprise ou un type d'organisation. Donc, pour moi, tout à fait.
si je devais répondre, mais je laisse peut-être quelqu'un d'autre répondre, ou sinon... Je suis tout à fait d'accord avec ce que Valentine Georget vient de répondre, donc pas mieux. Ok. Du coup, on a une question sur Business Lab. Qu'est-ce qui va devenir dans Stellantis? Alors, très bonne question. En effet, je n'ai pas parlé de... En effet, le groupe PSA a changé dernièrement de nom, est devenu le groupe Stellantis, puisque il y a eu donc, la fusion avec... le groupe Fiat Chrysler. Et donc, en fait, donc moi, j'ai fait pour peut-être remettre dans le contexte, j'ai terminé ma thèse, j'ai fait ma thèse en fait CIFRE au sein du groupe PSA et j'ai terminé ma thèse en 2020. Donc, le groupe n'était pas encore le groupe Stellantis. Donc, j'ai pu par contre, voilà, un petit peu savoir ce qu'il en était devenu, puisque en suivant un peu mes collègues, au sein du groupe Stellantis. Et à mon avis, il a vocation à rester longtemps au sein du groupe Stellantis, puisqu'on avait, quand j'étais encore au sein du groupe, du groupe PSA et au sein du Business Lab, il y avait eu aussi il y a eu le rachat d'Opel Vauxhall. Et à ce moment-là, le Business Lab... Ah, ma connexion était un peu instable. Oui, j'espère qu'on a bien entendu. sur la fin. Voilà, bon, voilà enfin, pour finir, en fait, le Business Lab existe toujours et a d'autant plus son importance à l'heure actuelle, avec, ne serait-ce qu'avec la crise sanitaire que l'on connaît. D'accord, merci. Et du coup, dernière question sur le Business Lab. Est-ce que le secret, c'est le mélange des profils des participants? Tout à fait, ça c'est une très bonne question. En effet, je pense que ça donne, de toute façon, hein, soit dans la littérature sur l'innovation, on le voit très bien, hein, la diversité des profils, elle est extrêmement importante. Donc, en effet, je pense que c'est l'une des clés de ce genre de projet, de ces projets intrapreneuriaux, de mêler justement des divers profils, des compétences diverses aussi. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement riche pour l'avoir vécu. C'est très, très riche et ça permet de voir justement le problème de différentes manières et d'y apporter justement des solutions, du coup, créatives et innovantes. D'accord, merci. Du coup, on va parler à M. Suzon, qui va nous parler de son parcours et de comment il est arrivé à APF Entreprise et donc à l'entreprise adaptée. Moi, il n'y aura pas de PowerPoint. Hein. Bonjour, je suis Franck Suzon, directeur APF Entreprise Alsace, basé à Strasbourg. APF Entreprise, c'est le réseau des entreprises adaptées et des ESAT d'APF France Handicap. ESAT, établissement de services d'aide par le travail, ex-CAT, et entreprises adaptées, ex-atelier protégé. APF France Handicap, c'est la deuxième plus grosse association après la Croix-Rouge. 15 000 salariés, 550 établissements. On couvre le handicap de la naissance jusqu'au décès, et avec des IM Pro, avec des foyers d'accueil. Et à un moment, il y a un axe travail. Est-ce que je suis apte au travail ou non? Et si je suis apte au travail, je peux travailler dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, donc une entreprise classique. Je rappelle que les entreprises ordinaires ont une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, ou va travailler dans une entreprise adaptée. Donc, moi, je dirige depuis 2009, donc une entreprise adaptée qui fait partie d'APF Entreprise. Je voulais revenir sur APF Entreprise, c'est 4800 salariés en France et dont 4200 en situation de handicap. Donc, j'ai 80% du personnel en situation de handicap ici à Strasbourg. Quand je suis arrivé en 2009, nous étions 110. Aujourd'hui, nous sommes 200 salariés. Quand j'ai été embauché, j'avais un challenge qui était de redresser la situation financière. C'était un site qui perdait 400 000 euros par an, avec, c'est pas très, très grave. Pour une entreprise, c'est hyper grave, hein, mais pour une association et en mode associatif, c'est un peu moins grave. C'était un peu moins grave à l'époque, puisque quand vous perdiez de l'argent, l'État vous redonnait un peu d'argent pour remplir vos caisses. Hein. Sauf que 2008, la crise, donc 2009, j'ai été embauché pour redresser rapidement la situation sans licencier et un retour à l'équilibre souhaité rapide que j'ai réussi à atteindre au bout de 2 ans. Donc nous étions 110, maintenant nous sommes 200.
Je faisais 2,7 millions de chiffre d'affaires à l'époque. Aujourd'hui, je fais 8 millions de chiffre d'affaires. On perdait 400 000 euros et maintenant, on est plutôt dans des excédents de genre 300 000 excédents par an. Mes activités, c'est la sous-traitance électronique, électrotechnique et services administratifs. Donc, je fais des cartes électroniques pour des entreprises dans toute la France. J'ai une salle grise avec des lignes de pose CMS, composants montés en surface. Pourquoi? Parce que mon site est juste à côté d'Alcatel et Alcatel nous sous-traitait une partie de production. J'accompagne pas mal de startups. Je vois Farid qui a mis son écran. J'accompagne pas mal de startups au développement aussi. J'entendais parler de mode Fab Lab tout à l'heure. Je me suis mis rapidement en mode Fab Lab comme ça aussi. Donc, j'accompagne des startups strasbourgeoises qui remportent des concours. Voilà. Et là, entre autres, avec Farid, je suis sur sa ruche connectée qu'on va produire prochainement. En électrotechnique, on fait du câblage pour des entreprises telles qu'Alstom Ferroviaire. Quand vous prenez le TER, les câbles qui sont dans les TER sont fabriqués chez nous pour une bonne partie. On traite à peu près 1000 km de câbles par an. 1000 km de câbles, c'est l'équivalent de 2 Airbus A380 pour avoir le ratio. Et tout ce qui est, je parlais d'une activité tertiaire, c'est de la saisie informatique pour les banques, les assurances. On fait de la numérisation, de la mise sous pli. Je travaille pour une autre start-up, Epopia, extrait vos lettres, et on distribue des courriers pour les enfants en Europe et maintenant dans le monde entier. Voilà. C'est allé aux États-Unis avec eux. Comment je suis arrivé d'une situation on perd à une situation on gagne? Je n'ai pas changé les équipes, j'ai vraiment fait avec le terreau et j'ai redonné envie aux personnes de travailler, j'ai redonné confiance, j'ai remis l'humain au cœur des priorités de l'entreprise, comme je dis, en mode management collaboratif, beaucoup de partage, j'étais à l'écoute, la confiance, du droit à l'erreur. Et là, ça dynamise et ça libère les énergies. Alors, un peu en mode ce qu'on appelait, un peu moins maintenant, mais entreprise libérée. Et clairement, ça a embarqué tout le monde et ça nous a permis de passer des steps techniques à chaque fois pour pouvoir aller vers la technologie et une technicité plus haute pour pouvoir faire atteindre des clients qu'on n'aurait jamais imaginé, par exemple, comme Alstom. Je le répète, 200 salariés, 80% des personnes sont en situation de handicap, donc reconnus travailleurs handicapés. Il faut savoir qu'en France, il y a 500 000 demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. C'est un taux de chômage de 19%, donc plus du double. Ça, c'était les chiffres de 2019. Maintenant, il faut voir ce que ça donne aujourd'hui. Et que les entreprises, elles, ont 6% d'obligations d'emploi, mais elles ne les atteignent pas. Elles atteignent à peine en moyenne nationale 3,4% d'emploi de travailleurs handicapés. Une autre chose, c'est que 80% du handicap est invisible. On pense toujours fauteuil roulant, dû au panneau signalétique. 80% du handicap est invisible. Vous pouvez avoir un traumatisme crânien, vous pouvez avoir des difficultés auditives, difficultés visuelles, une prothèse de hanche. Ce sont des handicaps, des troubles psychiques, sont des handicaps invisibles. Et pourtant, les personnes sont largement employables. Oui, alors j'ai une des questions du coup. Si vous avez envie. En fait, du coup, le domaine de l'électronique, de l'électrotechnique, ça paraît être assez compliqué. Alors du coup, est-ce que c'est un domaine adapté au handicap et qu'est-ce que vous avez mis en place, quel procès vous avez mis en place justement pour que ça soit efficace, disons? En fait, nous, notre job, c'est de s'adapter au quotidien et c'est d'adapter le poste de travail, c'est d'adapter les tâches à la personne. Du coup, que ce soit de l'électronique, de l'électrotechnique, j'ai l'habitude de dire un comptable, alors là, cette fois-ci, je vais reprendre l'image du fauteuil roulant, mais un comptable qui est en fauteuil roulant, si vous ne lui mettez pas les classeurs tout en haut,
il va faire le job de comptable. Et ça, on a du mal à se projeter là-dessus, mais pourtant, c'est vrai. Et donc, il faut adapter les tâches à la personne. Après, on peut avoir des aménagements de poste qui vont être des tables réglables en hauteur, des facilités pour percer. On a des aides techniques, plein d'aides techniques qui existent. Mais le côté électronique ou électrotechnique, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, effectivement. Alors attention, je mets quand même un bémol. Je vous ai parlé du handicap, je suis sur du handicap physique. Si on est sur du handicap mental, on peut avoir des aides techniques. Par exemple, on parlait de Peugeot tout à l'heure, sur des chaînes de montage Peugeot, j'ai déjà vu. Pour assembler un tableau de bord, il y a une lumière verte qui s'allume à un endroit et vous mettez la main, vous prenez la pièce, il y a un laser qui va pointer et hop, il va falloir plugger ici. Donc, il y a de l'aménagement technique qui permet de… Donc, ce n'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi. Évidemment, il y a des jobs qui ne seront pas accessibles. Je reviens encore sur une personne en fauteuil, l'exemple de mon comptable. Une personne en fauteuil ne va pas pouvoir faire magasinier et tirer des palettes. D'accord, merci. Et du coup, l'année dernière, face à la demande nationale de masques, vous avez créé un pôle en fait de textile. Ouais, le côté agile, justement, j'écoutais avec attention ce que disait Thierry, et j'ai dit, ah ouais, bah si, ouais, dans le fond, c'est bon, je vais pouvoir parler, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. J'avais un doute à un moment, mais non. En fait, moi, mon quotidien, et nous, notre quotidien, c'est toujours de s'adapter. Entreprise adaptée. C'est toujours de s'adapter. À chaque changement de gouvernement, la donne change, nous concernant. On est financé par l'État, l'État nous challenge, nous donne des obligations, et donc à chaque fois, et c'est vrai, hein, c'est tous les 5 ans, tous les 4 ans, on a une nouvelle donne, une nouvelle loi qui sort, et il va falloir qu'on s'adapte. Donc, moi, mon travail et mon job, c'est de créer de l'emploi. Je n'ai pas hérité de l'entreprise de mon grand-père qui fabrique des chaises. Il les fabriquait en bois. Maintenant, la mode, c'est le plastique transparent. Je continue à faire des chaises en plastique transparent. Alors, mon job, c'est vraiment de créer l'emploi et d'aller trouver des niches, d'aller trouver des opportunités, d'aller trouver et qui répondent aux attentes du gouvernement. Là, on a une nouvelle règle au niveau du gouvernement, c'est de faire ce qu'on appelle du CDD tremplin, c'est-à-dire d'embaucher des personnes et puis, au bout de 24 mois, les rendre employables et qu'elles nous quittent pour aller travailler dans une entreprise. Ça redevient de l'insertion. Ce n'était pas le cas des entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, on embauchait des salariés, on les formait et on les gardait chez nous. Ils partaient s'ils avaient envie, hein, on ne les attachait pas. Et du contrat classique. Hein, donc, nouvelle donne, il va falloir s'adapter. Il va falloir qu'on pense que maintenant, on va former des salariés et qu'on va les envoyer au bout de 2 ans, il va falloir les accompagner à trouver du travail. Donc, cette agilité, on l'a sur être toujours en réflexion. J'ai un mode de fonctionnement personnel qui est le mode pourquoi pas. Tout le temps, je suis en mode pourquoi pas. Et ce n'est pas moi qui me suis baptisé comme ça. C'est les jeunes de l'école de management qui m'ont dit pourquoi pas, monsieur pourquoi pas. Un jour, on me dit ah ça c'est monsieur pourquoi pas. Je suis toujours en train de me dire mais c'est quoi le risque? Mais on essaye, pourquoi pas. On ne met pas en danger nos clients, on ne met pas en danger nos salariés, mais on essaye et on regarde ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, moi, comme je considère qu'on a le droit à l'erreur, si ça ne marche pas, on arrête. Et si ça fonctionne, super. Et au mois de mars, comme tout le monde, intervention du président de la République, le 17 mars 2020, je ferme mes ateliers parce qu'on est en danger, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de masque, il y a un virus et on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on ferme les ateliers. Moi, je rappelle que j'ai des personnes fragiles, donc je ferme les ateliers, je mets tout le monde au chômage, sauf une activité, je fais de la saisie informatique pour une banque, donc il y a une dizaine de salariés qui sont là, mais tout le monde au chômage partiel. Et puis, je dis au revoir à tout le monde dans chaque atelier. C'est assez compliqué pour un dirigeant quand même de dire au revoir comme ça. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Dans chaque atelier, j'ai quand même pleuré en disant, écoutez, on se quitte, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on se quitte. Voilà. Et il s'avère que mon épouse est soignante. Hein.
Et mon épouse me dit, mais tu ne te rends pas compte, on n'a pas de masque, tu ne te rends pas compte, on n'a pas de masque. Aujourd'hui, je vous vois avec des masques sur le visage, on en voit par terre dans la rue. Il y a un an, au mois de mars, il n'y avait pas de masque en France. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, mon épouse, elle me dit, mais tu as toujours... elle me dit, fais quelque chose, quoi. Tu as toujours fait des trucs, fais quelque chose. Je n'avais pas trop le choix que d'être agile sur ce coup-là, hein, quand même. Hein. Réseau, alors agilité, mais réseau. J'appelle l'ADIRA, le directeur général de l'ADIRA, Vincent Frolichère. Je dis, Vincent, j'ai 200 mètres carrés de libre. On ne peut pas faire un truc, là. Il n'y a pas un truc sur les masques. Il n'y a pas parce que les soignants n'ont pas de masque, les hôpitaux n'ont pas de masque. On ne peut pas faire un truc. Il me dit, si, il y a quelque chose qui est en train de se créer avec le pôle textile Alsace. Là, le numéro de téléphone appelle le pôle textile Alsace. J'appelle le pôle textile Alsace. Catherine Aubertin, la directrice, qui me dit on est en train de déposer un tissu, il faut qu'il soit breveté, on est en train de le déposer, attendez encore une semaine et on va pouvoir faire quelque chose. Si vous êtes prêts, allez-y. Dans mes activités, je le rappelle, je fais de l'électronique, de l'électrotechnique et de la saisie informatique. Ce que je sais faire, c'est embaucher. Donc, j'ai dit, je vais embaucher, ça c'est sûr, mais je n'ai pas de machine, j'ai 200 mètres carrés de libre, je n'ai pas de machine. Allô, Vincent Frolichère, Adira, il faudrait des machines à coudre, tu ne sais pas où on trouve ça. Vas-y, appelle le directeur de l'usine Triomphe à Auvernay. J'appelle, il ne me connaît pas. J'appelle Gabriel Raoutiang et je lui dis voilà qui je suis. Tu n'as pas des machines à me prêter, c'est pour faire des masques. Et il me prête 6 machines à coudre que l'on va chercher chez lui. Entre-temps, on avait commencé à faire de la sélection pour recruter des couturières et des couturiers. Et en une semaine, je me mets à confectionner des masques. Je n'y connaissais rien du tout. J'ai mis à faire des masques comme ceci, pour le pôle textile. Pour le pôle textile Alsace. 3 mois plus tard, on faisait notre 100 millième masque. Et aujourd'hui, j'ai 15 salariés. Couturiers, couturières, on a un pôle qui est stable, on fait des masques, des t-shirts, on est en train de chercher d'autres activités dans la confection et la couture. On a fait des masques transparents. On est en train de répondre à un autre appel d'offres pour le gouvernement sur des masques. Voilà, création d'un pôle textile en 2 semaines, en se disant, de toute façon, pourquoi pas, et puis tout est possible, on y va. Et qui, du coup, se porte bien encore aujourd'hui. Alors, du coup, je découvre, maintenant je découvre parce que le moment de l'euphorie, tout va bien, on a des masques, on en distribue. Aujourd'hui, ce que je découvre, c'est la difficulté de la confection. Moi, dans l'industrie, quand je signe un contrat avec Alstom, je signe un contrat pour 3 ans. Donc là, je vois venir. Je cadence mes achats et tout. Là, sur le textile, on est un peu plus dépendant de la mode, on est un peu plus dépendant des saisons, c'est un peu plus compliqué, c'est plutôt du one-shot. Mais en tout cas, oui, j'ai 15 salariés qui sont embauchés et c'est des personnes qui étaient demandeurs d'emploi et qui sont reconnus travailleurs handicapés. Ouais. C'est génial. On a une question dans le chat. Pouvez-vous préciser comment vous avez déployé l'intelligence collective au sein de votre entreprise? Alors, en fait, le mode pourquoi pas, c'est un process et ce n'est pas du on-off. Je prends l'interrupteur, j'allume, j'éteins. Il faut vraiment accompagner et se faire accompagner aussi. J'ai toujours 4-5 projets, avec moi de réflexion, du comment on peut avancer. Et c'est des projets que je partageais, et bien à chaque fois que je partageais avec mes équipes. Et puis, une fois, je me suis rendu compte que je me retourne, j'ai dit, il n'y a plus personne me suit, c'est quoi ce cirque? Personne ne me suit. Donc, faut juste comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Il y a des gens qui n'adhéreront pas à votre projet. Il y a des gens qui vont être moteurs, il y en a qui vont être freins. Et donc, maintenant, je partage plus que 2 projets et doucement. J'en ai toujours 5 sous le coude, mais je partage plutôt 2 projets doucement. Et sur l'intelligence collective, j'ai embarqué l'ensemble de mes managers, c'est quand même 15 personnes. J'ai embarqué 15 personnes dans un processus d'accompagnement. Je me suis fait accompagner par
par une entreprise strasbourgeoise sur le management collectif. On a travaillé ensemble sur nos valeurs, notre vision. On a bossé sur nos émotions. On a bossé on a travaillé sur les accords Toltec. On a fait des journées Lego Serious Play. Donc, toutes des choses qui vont accompagner à j'essaye de penser différemment et j'autorise les gens à penser différemment et à faire différemment que ce qui est écrit, que ce qui a été toujours défini. J'entendais tout à l'heure, j'avais noté sur, je ne sais plus laquelle, sur l'intrapreneuriat, ouais. Des choses qui sont favorisées chez nous, c'est-à-dire que même les personnes en situation de handicap au poste de travail, on a un tableau, un affichage, et on vient écrire les irritants. Donc, tout ce qui m'enquiquine dans la journée et ce qui m'enquiquine dans mon travail. Alors, ça peut être, tiens, aujourd'hui, je n'avais pas de tournevis, voilà. Et ça peut être, ouais, quand j'assemble ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et ces irritants, l'objectif, c'est de les supprimer. Donc, et donc là, l'intelligence collective, c'est chacun va une fois par semaine se mettre autour du tableau puis dire mais tiens, mais pour ça, on devrait faire ça. Pour ça, on pourrait changer la technique. On peut essayer autre chose. Et il y a des choses sur lesquelles on ne changera pas. Parce qu'il y a des process qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est favoriser ça, c'est le favoriser, c'est-à-dire l'autoriser. Et puis autoriser, je le redis, autoriser le droit à l'erreur. Donc expliquer ce que c'est que le droit à l'erreur, expliquer le feu rouge, le feu vert. C'est-à-dire que, quand je dis le feu rouge, le feu vert, c'est-à-dire que quand on sait qu'on n'a pas le droit de passer au feu rouge et qu'on passe quand même, ça c'est une faute. Voilà. Donc il y a ça aussi. Quand je dis le droit à l'erreur, c'est pas faire n'importe quoi, quand même. Donc il y a des règles du jeu. Alors moi, du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que votre formation, elle vous a permis justement d'évoluer cette agilité, de garder une certaine agilité en fait? Alors j'ai une formation de technicien en électronique. J'ai un bac +3 en électronique. Donc à l'époque, il y a très très longtemps, j'ai 56 ans, donc il y a très très longtemps en électronique, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt du développement informatique, l'électronique. À l'époque, c'était le fer à souder. Et ça, c'est ma formation de base. Et après, je me suis formé tout le temps, parce que je suis curieux, parce que j'aime ça. Donc, j'ai fait plein de formations pour finir par faire une formation de dirigeant de PME, PMI. J'ai fait un DPME. J'ai fait un parcours HEC. Je me suis inscrit au centre des jeunes dirigeants pour apprendre, pour rencontrer du monde. Je suis allé chez GERM, groupe d'entraide, réflexion, de management des entreprises. Maintenant, je suis à l'APM, Association Progrès pour le Management. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres gens, de s'ouvrir à autre chose. Dernière formation, c'était sur l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'ai fait une formation là-dessus. J'ai dit, tiens, juste pour comprendre comment on peut vendre autrement et différemment plutôt que de vendre un produit. C'est pour vulgariser, c'est Michelin qui va vendre l'usage du pneu et non plus le pneu. Combien vous faites de kilomètres par an? Vous faites 5000 km par an, je vais vous vendre pour 5000 km de pneus. Voilà. Vous faites 10 000, je vais vous vendre pour 10 000 km de pneus. Voilà. Donc, c'est être curieux et progresser. Donc, ce n'est pas ma formation initiale qui m'a permis de… Et puis, il y a aussi des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. Ouais. Il y a une question dans le chat, c'est est-ce que le tableau des irritants est géré en mode Kanban? Oui, oui. Oui, le plus dur, c'est de le faire vivre. C'est-à-dire qu'au début, quand c'est neuf, quand c'est nouveau, tout le monde est content, tout le monde y va. Et puis à un moment, moi, quand je fais le tour des ateliers, je regarde, je dis il n'y a plus d'irritants depuis telle date. Ah ouais, c'est vrai, faut quand même qu'on réactive un peu. Hein. Donc, donc, on essaye quand même d'éliminer le plus rapidement possible. Moi, ce qui m'intéressait là-dessus aussi, c'est que alors 200 salariés, quand on est dirigeant d'une boîte,
je suis que directeur. Hein. Ce n'est pas mon entreprise, hein, vous avez compris. Hein. Donc, je suis que directeur, mais quand même, j'ai des responsabilités de dirigeant de ce type de structure. On fait notre comptabilité, notre paye, c'est nous qui embauchons, qui débauchons. Et je gère un CSE, donc un comité social de l'entreprise, donc les CEDP de l'époque. Hein. Et donc, j'avais plein de questions qui arrivaient en CSE, des questions qui me polluaient. Genre, est-ce qu'il est normal que je n'ai pas de tournevis le matin sur mon bureau quand j'arrive à mon poste? Et là, en CSE, c'est des questions qui polluent, quoi, qui polluent une réunion. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. Quand on est dirigeant, il n'y a pas d'intérêt de gérer ça. C'est pour ça que le mur des irritants est intéressant, parce que c'est des choses qui se règlent bien avant que ça arrive dans le bureau du patron, comme on peut dire. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que M. Burger-Hemschen ou Mme Georget voudraient intervenir? Non, en ce qui me concerne, non, on a fait le tour. C'est toujours un plaisir d'écouter Franck nous expliquer la vie de cette entreprise absolument dynamique et sa capacité à rebondir et à trouver de nouveaux marchés. Moi, je vous invite alors, vous mettez en relation avec Alsace Digital, mais moi, je vous invite à venir visiter parce que ça, je fais visiter parce qu'il y a vraiment, qu'en venant et en voyant en situation de travail, se dire, ouais, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Et si c'est possible dans une entreprise adaptée, comme c'est possible dans des entreprises ordinaires, c'est-à-dire dans vos entreprises, c'est possible d'avoir des personnes en situation de handicap. Il suffit de se donner les moyens, la volonté. Tu n'as pas parlé de l'ECA, Franck? Non, je n'ai pas parlé de l'ECA. Ouais. Ouais, alors ça aussi, effectivement, ça c'est de l'agilité. Donc ça, c'est un robot ludo-éducatif pour accompagner les enfants autistes. En fait, au niveau national, à l'APF, comme ils savent que je suis assez dans l'accompagnement de start-up, que j'aime dans la création, dans le pourquoi pas, quoi. Il y avait une start-up qui se portait mal et qui développait un produit qui s'appelle l'ECA pour accompagner des enfants autistes. Donc, c'est avec une interface iPad et c'est fait pour interagir entre l'enfant et l'accompagnateur. Ça peut être le parent ou un accompagnateur professionnel. Et cette start-up avait besoin de s'adosser à un grand groupe. Donc, on a proposé à la start-up de nous rejoindre. Et du coup, c'est venu chez moi parce que je fais de l'électronique, de l'assemblage, de l'électrotechnique. Donc, APF France Handicap a proposé à la start-up de venir chez nous. Et aujourd'hui, on a 6 développeurs autour du produit. On a une nouvelle version qui va sortir, qui va être assemblée et qui va être vendue à partir du tout début juin. On a travaillé sur tout le process de réglementation, de normes CE, pour pouvoir le vendre à l'international. On a développé la charge par induction. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un produit, il y en a 500 dans le monde actuellement. Et si on veut pouvoir le vendre aux États-Unis, par exemple, quand il y a des batteries, charge induction, il y a des normes spécifiques. Donc, voilà, on a bossé là-dessus. Alors, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. On a toujours été sous-traitant. Là, on a vraiment pris un produit qu'on a retravaillé et redéveloppé complètement. Et là, je suis content parce qu'au moins, on va maîtriser la chaîne de production, on va maîtriser nos achats, on va maîtriser nos ventes, on va maîtriser nos stocks, on maîtrise complètement la chaîne de production. Vous faites une recherche sur YouTube, l'ECA, L-E-K-A. Voilà, il y a des vidéos. C'est génial, du coup. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais remercier nos intervenants et remercier les participants d'être venus, d'avoir posé toutes ces questions. Et à bientôt pour une nouvelle conférence. Vous pourrez retrouver celle-ci sur YouTube, du coup, en replay, avec d'autres conférences.